Hyundai, Jeanlin Automobile à Échirolles vous présente Grand Air. Respirez à fond, c'est Grand Air, le magazine de la montagne et des sports de pleine nature de Télé Grenoble. Aujourd'hui, dans cette émission, on sort notre snowboard pour enquiller quelques descentes vertigineuses sur neige, mais aussi sur d'autres surfaces plus surprenantes. Descente également sur deux roues, cette fois aux portes de Grenoble, sur un site qui prend de l'ampleur. Et pour parler de ces sujets, j'ai Morgane Griveaux, le président de l'association Cerlin Trail avec moi. Bonjour. Bonjour. Cerlin Trail, c'est une association qui développe un site de pratique VTT aux portes de Grenoble. On verra ça tout à l'heure. À côté de vous, un spécialiste du deux roues, que ce soit freestyle ou freeride, Maxime Pétieux. Bonjour. Bonjour Thibaut. Bienvenue. Freeride également avec notre troisième invité, mais sur neige, cette fois avec Aurélien Routins. Bonjour Aurélien. Bonjour Thibaut. Vous êtes un snowboarder baroudeur, ça vous va comme titre? Ouais. On vous suit en tout cas depuis quelques années à Télé Grenoble. C'est normal, vous êtes né ici à Grenoble, vous avez grandi dans l'agglomération grenobloise. Routins, est-ce que ça parle aux amateurs de deux roues en face de moi là? Ah bah bien sûr, hein, Ça vous évoque quelque chose? On est allé acheter quelques pièces quand on était jeunes là-bas. C'est le magasin local. Voilà. Voilà, les cycles Routins qui se trouvent à JR sur la montée de Champs-Rousse. C'est un lien avec vous, Aurélien? Ouais, c'était mon père donc, qui avait ce magasin. Et comme je le racontais, moi j'ai grandi derrière dans l'atelier, là au milieu des chambres à air et des factures. Et voilà, ça fait toujours quelque chose quand je repasse devant. Bon, vous avez mal tourné parce que vous n'avez pas fait du vélo finalement. Ouais, voilà, exactement. J'ai pris la mauvaise pente. Vers 18 ans, je me suis dit, bon, allez, la ville c'est bien, mais la montagne c'est un petit peu mieux. Donc je suis allé voir un petit peu plus loin. Ouais. Ouais, vous êtes allé vous établir à La Grave, qui est un endroit au fin fond de l'Isère où on peut être que séduit par le cadre. Vous avez participé il y a quelques années aux compétitions internationales de freeride, le Freeride World Tour. Vous étiez d'ailleurs plutôt adroit dans cette discipline. J'ai retrouvé des images d'une de vos victoires. Je crois que c'était l'étape de Courmayeur, si mes souvenirs sont bons. Ouais, c'est ça. C'est ma seule victoire en Coupe du Monde. Après, j'ai eu beaucoup de podiums, de deuxième place, de troisième place, mais celle-là, c'était un peu ma seule victoire. J'étais assez content ce jour-là. Vous faisiez partie, en tout cas, des meilleurs freeriders mondiaux pendant plusieurs saisons. Pourquoi avoir tourné la page de la compétition? Eh ben, en fait, vraiment, je pense que les trois quarts des gens qui font de la compétition en freeride ont pour but un jour de pouvoir justement aller de par le monde filmer sur des pentes qui nous ont fait rêver toute notre jeunesse. Et donc, c'est un petit peu ça qui m'a vraiment décidé à me dire, bon, bah voilà, j'ai fait mon temps en compétition. Tout ça, c'était pour faire des films de ski et de snowboard à la base. Donc, bah, une fois que j'ai eu un peu les sponsors et les contacts grâce aux compétitions, j'ai pu me diriger vraiment sur ce que j'aimais le plus et partir à travers le monde pour amener des belles images. Ça fait à peu près 5 ans que vous voyagez avec votre planche de snowboard en guise de sac à dos. Alors c'est vrai que quand on fait le tour de la planète, on peut finalement trouver de la neige tout au long de l'année, suivant l'hémisphère dans lequel on se trouve. Oui, tout à fait. Moi, ça fait 10 ans que je vis d'hiver en hiver. Je passe tous mes étés en Amérique du Sud. Voilà, encore une fois, surtout pour découvrir des nouveaux endroits, des nouvelles personnes. Et chaque fois, c'est un nouveau voyage, même si c'est le même continent. C'est un peu comme quand on est en Europe. On peut aller à 200 km et faire un voyage extraordinaire ou être à la porte de chez soi et faire aussi un voyage extraordinaire. On leur voit quelques images de la Cordillère des Andes. C'est un endroit sur lequel vous aimez bien aller. Ouais, bah voilà, c'est surtout un endroit qui fait... la Cordillère, la partie skiable, fait plus de 3000 km de long. Donc, je vous laisse imaginer le nombre de vallées et de vallées et de vallées qui restent à découvrir parce que là-bas, le ski et le snowboard, ça reste quelque chose de très exceptionnel. Donc voilà, là par exemple, on voit que des choses qui n'ont jamais été skiées auparavant. J'étais déjà allé il y a 10 ans dans ce petit village et on m'avait dit, voilà, tu es le premier à être jamais venu ici avec un snowboard. Et donc là, on a réussi à y retourner, à faire des super belles images cette année. Donc
Voilà. Vous travaillez avec une grosse équipe vidéo, comment ça se passe pour ramener ces images Non, bah là par exemple le voyage qu'on vient de voir, je pars avec ma copine, on est tous les deux et on travaille ensemble. Après ça veut dire que on n'est pas juste en vacances comme tout le monde peut se l'imaginer. On se lève à 6 heures du mat, on se couche super tard, on essaye de choper des belles images, des belles lumières. La neige aussi est quelque part de plus en plus rare, donc il faut vraiment choper les belles journées pour faire des belles images. Donc ça reste un beau travail, même si c'est des belles vacances en même temps. Alors, au fil des années, le catalogue de découvertes s'est agrandi. Vous avez décidé, il y a 4 ans, de lancer une web-série, Carpe Diem, pour remettre un petit peu tous vos voyages en perspective. En fait, surtout, le but de Carpe Diem, c'est d'essayer de montrer justement qu'on n'est pas obligé de partir avec une grande équipe, qu'on n'est pas obligé d'avoir des financements absolument énormes, et qu'on peut arriver à faire des super belles choses en ayant un peu de motivation et beaucoup d'amour pour la montagne. Vous avez visité combien de pays à travers cette web-série ? À travers la web-série, peut-être 6-7, et à travers les compétitions, peut-être une quinzaine déjà, de par le monde. Alors Carpe Diem, c'est aussi un peu une philosophie de vie, hein, vivre l'instant présent, parce que tout peut s'arrêter, notamment quand on pratique des sports de montagne un peu engagés. Il y a toujours une part de risque. Ouais, voilà, il y a une part de risque, et c'est surtout, en fait, moi, ce qui m'a fait appeler cette série comme ça, c'est tout simplement la neige, quoi. Ça veut dire qu'un jour, on peut avoir des conditions exceptionnelles, c'est vraiment quelque chose qu'on attendait depuis très longtemps, et le lendemain, tout peut changer, il y a un petit coup de chaud, un petit coup de pluie, un petit coup de vent, et tout peut changer. Donc il faut vraiment, quand on aime ce sport et qu'on aime la montagne, il faut être le bon jour, au bon moment, au bon endroit, et c'est ça que j'apprécie beaucoup, dans le fait de rester toujours motivé pour aller chercher justement ce bon moment, au bon endroit, au bon moment. Vous avez déjà eu des pépins, des accidents au cours de ces expéditions, de ces descentes? On vous voit là sur des images où les couloirs sont souvent très engagés. Ouais, j'ai eu un accident au Chili il y a 5 ans maintenant, où je suis tombé, mais en fait à l'intérieur d'un volcan. Donc alors là, c'est tout de suite plus compliqué, parce que là-bas, il n'y a pas de secours, il n'y a rien. On a mis 5-6 heures pour rentrer. Donc vraiment, tout est plus complexe. Après cet été, par exemple, ma copine, elle s'est blessée. On avait la chance d'avoir les motoneiges avec nous. Donc on a pu relativement rentrer rapidement. Mais voilà, encore une fois, du jour au lendemain, le voyage, il s'arrête et c'est retour en France. Et voilà. Pas d'avalanche. On voit que souvent, c'est limite. Souvent, on n'est pas loin, mais non, on fait quand même très, très attention. Bon. Il y a des endroits insolites que vous avez découverts comme ça au fil de vos pérégrinations. Et il y en a un, vous étiez déjà venu en parler sur ce plateau. Ça se passe au Pérou, une station de ski un petit peu particulière. Ouais, voilà, au Pérou, donc c'est du ski sur le sable. Donc là-bas, les Péruviens, ils ont inventé un petit système. Ils mettent une planche de cuisine sous la semelle, ce qui fait que ça peut glisser un petit peu mieux sur le sable. Et voilà, et là-bas, il y a des dunes. Il y a la dune la plus longue du monde, qui fait 1000 mètres de dénivelé. Et il y a aussi la dune la plus haute du monde, qui se trouve à 2600 mètres d'altitude. Donc voilà, trouver du sable à 2600 mètres d'altitude, ça reste assez exceptionnel. Il peut neiger parfois sur ce sable, et dans ce cas-là, on peut faire de la glisse, on va dire, plus classique? Non, là-bas, il ne peut pas neiger. Non, il neige jamais. Alors, je crois que la station s'appelle Huacachina. Hein, c'est un spot de glisse réputé, mais au Pérou. Vous le disiez, il faut quand même une préparation particulière pour faire glisser des snowboards prévus pour la neige sur le sable. Ouais, voilà, comme on voit là à la télé, il faut mettre cette petite planche de formica, là, ce qu'on appelle du revêtement pour cuisine. Et après, ça glisse presque comme sur de la neige. Alors, c'est pas tout à fait les mêmes sensations, mais là, on voit les on s'y croirait, jeunes du Pérou, ils font de tout. Hein. Il y a du freestyle, il y a du freeride. Voilà, tout le monde s'entraîne. Et surtout, il y a une petite association là-bas qui essaye d'aider les jeunes Péruviens à développer ce sport et à faire qu'ils aient un petit peu quelque chose à faire le week-end, quoi. C'est assez surprenant, de la glisse. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des images comme celle-ci. Non, je n'ai jamais vu. Ouais. Bon, ça peut se faire sûrement en VTT, mais c'est plus classique.
Vous le disiez, c'est également, au-delà des dunes qu'on trouve autour de ce petit village, c'est une région avec les plus grandes dunes du monde. Alors pour les explorer, il n'y a pas d'héliski, c'est plutôt du buggy snow, on peut dire ça comme ça? En fait, ça dépend vraiment des zones. Là, cette zone vers Wakachina, c'est justement voilà, tout en buggy. Les gars, ils sont équipés, ils ont développé un petit tourisme là-dessus. Après, on marche quand même pas mal aussi, et marcher dans le sable avec des chaussures de ski, c'est pas ce qu'il y a de l'idéal. mieux. Voilà. Et après, non, il faut se déplacer pour aller chercher la plus grande dune du monde. Il faut se déplacer vers les lignes de Nazca, un petit peu plus au sud du Pérou. Donc en même temps, ça fait voyager un peu sur tout ce qui est culturel au Pérou et croiser ça avec des petites sensations là sur le sable, c'est assez sympa. Ah ouais, quand on voit ces images, à la couleur près, on pourrait penser que vous êtes sur de la neige. Hein. Ouais, mais justement, cette poudreuse. image, Ouais. avec la même personne, on a exactement la même sur la neige, où on est tous les deux à côté, la neige qui vole, c'est assez marrant. Ouais. Bon, est-ce que vous connaissez la plus haute dune de France, les garçons? C'est la dune du Pilat. Ah, bien sûr. on est déjà Voilà, allé. elle est très connue, mais elle fait une centaine de mètres. Aurélien, lui, a raidé la plus haute dune du monde. On la voit, donc 1000 mètres à peu près, c'est ça, de dénivelé. Il faut déjà arriver à grimper au sommet. Ouais, voilà, donc c'est une belle journée encore pour monter en haut. Mais voilà, on voit, hein, les paysages encore sont super sympas. Voilà, c'est pas un problème. Et puis marcher en short, Oui, c'est vrai. ça c'est sympa aussi avec le snowboard dans le dos. Et voilà, là on voit les Elle est images. gigantesque, hein, cette Elle dune. est vraiment, vraiment grande. Et on a eu la chance en plus d'avoir la mer de nuages en bas. Non, on a vraiment fait des images sensationnelles. Parce que là, on n'est pas au bord de la mer, hein, contrairement à la dune du Non. Pilat en France. Non, là on est à 2h30 de la mer, hein, quelque chose comme ça. Ouais. Ça, c'est des dunes qui ont été posées il y a des milliers d'années, certainement, et qui sont encore là. Et que vous avez donc raidé. On va aussi vite que sur neige, sur C'est ça? un tout petit peu plus lent. Quand on tombe, ça fait un petit peu plus mal. Oui, j'imagine. Mais Surtout en voilà, short. ça reste très divertissant, quoi. Surtout, encore une fois, celle-là de 1000 mètres, on arrive à des vitesses qui sont, qui sont assez impressionnantes. Hein. Avec de la pente. Hein, Ah ouais, quand ouais, même. il y a bien de la pente et tout. On se croirait vraiment comme sur la neige, quoi. Bon, il n'y a pas encore de remontée mécanique. C'est pas quelque chose qui a été structuré à ce point-là. Pas encore, non, pour l'instant, et j'espère qu'il n'y en aura pas, hein, que ça va rester comme ça. Et voilà, mais tout le monde peut quand même aller se faire plaisir assez facilement et découvrir une expérience un peu nouvelle. Bon, si vous allez tester le sandboard, donc c'est Wakakina au Pérou. Aurélien, éventuellement, vous donnera ses conseils pour trouver et résider. Bah là, vous étiez avec des skieurs hein, également. Vous êtes Voilà, pas... avec des skieurs, avec un télémarqueur aussi. Bon, en télémarque, ça n'avait pas l'air évident. C'est ce Hein, que j'allais parce dire, que le ça télémarque. freine un peu. Ouais. Mais là, par exemple, on voit, je vais vraiment, vraiment vite. Hein, ça va presque comme sur la neige. Hein. Ah non, c'est très surprenant. Ça donne envie, finalement. Puis, il y a moins de contraintes météo. On n'a pas besoin d'attendre que le sable tombe. En général, il est là tout au long de l'année. Donc, Exactement. c'est assez pratique. Alors, pas besoin forcément d'aller à l'autre bout du monde pour vivre l'aventure. Vous habitez à La Grave, au pied de la célèbre face nord de la Meije. C'est dans le massif de l'Oisan. Et au printemps dernier, vous êtes allé planter votre tente au-dessus de chez vous, dans votre jardin pratiquement. J'ai des images assez surprenantes d'aller camper sur un glacier. C'est pas courant. Non, en fait, c'est que tout simplement, l'hiver l'année dernière, au printemps, ne voulait pas s'arrêter. Donc, il y avait des conditions mais vraiment exceptionnelles. Le téléphérique, pour des raisons commerciales, certainement, Lui, il s'arrêtait. se doit de fermer. Donc voilà, nous, on n'avait pas trop envie de ranger les planches. On avait envie de continuer à être là-haut. Donc on a monté la tente avec quelques bûches, le poêle à bois. Et voilà, on est resté une petite semaine là-haut, tranquille, à faire quelques belles images. Bon, 3200 mètres d'altitude, c'est à peu près ça. C'est à peu près ça. C'est un peu dur à dormir au début, mais après on s'y fait. Ouais. Bon, la Grave, on peut dire que c'est la Mecque du freeride, hein, qu'on soit skieur ou snowboarder. On vient du monde entier pour découvrir ce site. Il y a des couloirs un petit peu partout. Vous avez profité de ce séjour en altitude pour, alors pas les découvrir, parce que j'imagine que vous les connaissez par cœur, mais j'ai quelques images d'un couloir qui s'appelle le Pan de Rideau, qui est connu des amateurs de la station, de la Grave, mais il y en a peu qui osent quand même se risquer dedans. Faire du couloir engagé comme ça demande quand même une préparation. On n'y va pas sans préparer son coup. Hein. Non, exactement. Il faut y aller en étant certain de ce qu'on fait, en sachant ce qu'on fait, en étant conscient.
Après, ça c'est un petit peu particulier parce que c'est justement une pente et un truc qu'on voit toute la journée quand on prend les bennes de la Grave. Ah oui, c'est sur la gauche quand on monte sur le deuxième Voilà, tronçon. exactement. Donc ça donne très envie et c'est pour ça aussi que c'est quelque chose d'assez célèbre à la Grave parce qu'en fait, tout le monde le voit tous les jours et tout le monde se dit « Oh, jamais j'irai skier là-bas ». Jusqu'au jour où on y va et on se dit « Ah bah ça y est, j'ai skié là-bas ». Et voilà. Bon, je suis pas sûr que tout le monde y aille, mais en tout cas, vous y allez. On est à quelle inclinaison de pente là sur Là, en haut, on doit être au départ à 50 degrés et après à 45. Ouais, c'est des endroits où on n'a pas le droit de tomber. Hein. On n'a pas trop le droit à l'erreur, surtout qu'on voit, là, il y a comme une petite avalanche. C'est pas une avalanche, ça s'appelle du slough, c'est-à-dire que dans une penterette, il y a toujours de la neige qui coule et qui a tendance à nous emmener. C'est-à-dire que si on se fait attraper par cette neige qui coule, ça peut être un vrai danger. Donc il faut savoir comment on va descendre, analyser un peu, surtout si on veut aller vite. Voilà. Bon, ça demande beaucoup d'expérience aussi, le ski de Ouais, pentraide, le voilà, snowboard de ça demande pentraide. beaucoup d'expérience. Par exemple, sur les images qu'on voit, moi, ça faisait... Je pense qu'il y a 10 ans, j'avais vu quelqu'un descendre aussi vite, puis je m'étais dit, ah, ça c'est mon but dans la vie, de descendre un jour aussi vite cette pente. Et voilà, après, c'est aussi les conditions de neige qui font que tout de suite, c'est beaucoup plus facile. Hein. Quand on y était, il y avait vraiment beaucoup de neige, donc forcément, c'est plus facile, mais c'est quand même l'expérience qui dit, voilà, je vais faire mon virage là, après je m'échappe ici, hop, hop, et voilà, qui fait que tout se passe bien. Bon. Moi, je l'ai toujours regardé, ce couloir du Pan de Rideau. Je ne l'ai jamais skié. Je pense que je ne skierai jamais, mais je suis content d'avoir pu vivre ça un petit peu par procuration avec Aurélien. Les prochains projets, notamment de films, ça va se passer aussi là près de chez vous? Oui, voilà, on a réussi à filmer quelques très belles images aussi au printemps dernier dans le Parc national des Écrins. Voilà, grâce à leur autorisation qui est relativement exceptionnelle, on a pu faire quelques images de drone à l'intérieur du parc. On a vraiment fait des images exceptionnelles. Maintenant, j'ai vraiment envie de prendre le temps pour pouvoir filmer des acteurs du parc, pour vraiment pouvoir expliquer le parc dans mon film. Voilà, j'ai pas envie que ce soit juste un film de ski, j'aimerais que ce soit un petit peu plus, qu'on comprenne un peu pourquoi il y a un parc, pour quelles raisons il y a des restrictions à l'intérieur de ce parc et qu'est-ce que ça apporte d'avoir des genres d'espaces comme ça préservés en France. Bon, la série s'appelle Carpe Diem, on la diffuse régulièrement sur Télé Grenoble, on peut la retrouver également sur les réseaux sociaux hein, Voilà. en tapant. Personne ne vous a piqué le nom, c'est vrai que Carpe Diem, quand on tape Carpe Diem web série, on tombe sur la vôtre, c'est pourtant une expression assez courante, mais vous avez eu le bon nez pour choisir la thématique de cette série. Ça vous tente le ski ou le snowboard de pentraide? Je ne sais pas si vous êtes des riders dans l'âme. Maxime, oui? Un petit peu, forcément, en habitant Grenoble, mais non, c'est vrai que moi, je respecte énormément ça et j'adore voir des images. C'est vrai qu'en vélo aussi, on s'en inspire beaucoup. Mais bon, c'est vrai qu'aussi, on pratique un peu le ski, nous, l'hiver. Il faut bien. Maxime, il est aussi très à l'aise sur neige avec son vélo. Regardez les images que j'ai retrouvées dans notre banque d'archives. Ah oui, exact. Ah oui. Vous êtes en orange là. Hein. Oui, c'est ça. Avec un skieur, c'était sur le snowpark de Sercheux. C'était la première fois que je faisais du vélo sur la neige et j'appréhendais pas mal parce que c'est vachement en fonction des conditions en fait. On va dire que on a pu faire ces images. Mais bon, au final, ça s'est bien passé. Juste une petite entorse là un jour sur une mauvaise réception. Parce que c'est vrai que sur neige, on peut faire du vélo comme ça, là, en chaussant les skis voilà. et le vélo d'un coup. Après, ouais, ça se développe pas mal maintenant dans les stations l'hiver avec des fat bikes, c'est les vélos avec les gros pneus assez dégonflés. Et en fait, ça permet d'avoir une meilleure adhérence sur la neige. Bon. Les images qu'on a vues, là, à chaque fois vous posez parfaitement, etc. Ça, c'est pour la vidéo, mais j'imagine qu'il y a un paquet de chutes avant d'y arriver derrière. Non, alors plutôt, j'y suis allé, on va dire, tranquillement. J'ai pas voulu faire des grosses figures parce que j'appréhendais beaucoup. Et puis surtout, au niveau des tremplins, en fait, en ski, ils sont beaucoup plus plats que ce qu'on fait en vélo. Ils sont plus longs et plus plats, donc j'ai dû m'adapter pas mal avant de faire les premières figures. Bon, une petite gamelle quand même Une petite, ouais. Sur la plus grosse, j'ai voulu faire un backflip, là, et... C'est bien qu'ils le disent parce que j'avais l'image, tiens, donc voilà. Je voulais voir s'il allait nous la cacher ou pas, mais il l'a assumé. Voilà, donc là normalement je devais sauter sur une douzaine de mètres et en fait, avec la neige comme c'est blanc de partout, on n'a pas du tout les mêmes repères qu'en vélo et en fait je suis pas arrivé à me caler sur la bonne vitesse. Je me suis calé sur le skieur et en fait je suis allé beaucoup trop loin donc j'ai raté la réception et comme j'étais en rotation, j'ai continué de tourner
Et bon, j'ai évité le plat d'eau, mais il y a des parties de mon corps qui s'en souviennent encore. Bon, ça fait partie des sports quand on les pratique comme ça Ouais. à haut niveau. Tous les deux, on peut dire que vous avez un point commun. Aurélien, il vit de sa passion du snowboard, voyage autour du monde et finance ça avec des sponsors et des vidéos. Et vous êtes un petit peu dans le même schéma avec votre pratique sportive. Ouais, mais c'est pour ça que je voyais les images avant. J'adhère complètement à l'esprit parce que moi, c'est un petit peu pareil. J'ai pas mal voyagé pour faire des vidéos, pareil, avec pas des moyens immenses. Mais à chaque fois, on partait à 2-3 riders avec un caméraman et c'était voilà, pareil, l'aventure. Le matin, on se levait super tôt. On allait pendant des heures marcher pour chercher des lignes sympas. Donc voilà, c'est un peu le même esprit. On voit une petite sélection de vos descentes à travers des paysages très, très variés. Quand on voyage, c'est aussi ça l'intérêt, c'est de découvrir des sites très Ouais, différents. voilà, c'est de découvrir des nouveaux sentiers, des nouveaux spots. Et puis surtout aussi, à chaque fois, c'est comme il disait tout à l'heure au Pérou, au Pérou, au Chili, je sais plus, où personne avait raidé des endroits. Bah là, c'est un peu pareil. Nous, des fois, on débarque dans des pays, ils nous voient avec nos vélos et ils savent même pas. Enfin, pour eux, des vélos, Oui, c'est juste pour se déplacer, voilà. Et ils pensent pas qu'on peut faire des saltos arrière ou quoi que ce soit avec. Là, on voyait avec des peintures rupestres dans une sorte de grotte. C'est Voilà, ça c'était dans le parc du Luberon, dans des anciennes mines d'ocre. Et donc c'était un jour, il faisait pas très beau dehors, donc on s'est dit, on a vu un tunnel, on est rentré dedans, on s'est dit, pourquoi pas. Et en fait, c'est vrai qu'on est descendu, on allait assez bas. Donc voilà, heureusement, on en est ressorti vivant. Bon, vous êtes là. Ouais. Avec Morgane, vous faites tous les deux partie de l'équipe du Cerlin Trail. Alors, Morgane, qu'est-ce que c'est le Cerlin Trail? Moi, quand je l'ai vu la première fois, je me suis dit, tiens, c'est des gars qui courent à pied dans la montagne. Non, le Cerlin Trail, c'est donc un terrain de VTT qu'avec Maxime, on a commencé quand on était tout jeune. Moi, j'avais 13 ans, lui 11 ans. Et en fait, on a commencé le vélo globalement avec nos parents. Puis après, on s'y est intéressé. On a regardé des vidéos, on va dire, des professionnels. Et tout de suite, avec Max, on s'est dit, on va aller dans la forêt, faire comme eux, construire des grosses bosses, des passerelles. Du coup, on est allé sur le terrain du Cerlin Trail. Et là, on a commencé nos premières petites pistes. Alors, on avait des vélos, les premiers vélos que nos parents nous achètent avec une petite suspension à l'avant. Puis nous, on a adapté, on a commencé à sauter des bosses de plus en plus grosses, à fabriquer des bosses de plus en plus grosses. Et puis voilà, au fil du temps, on a rencontré des gens. On a fait d'autres terrains aussi autour de Grenoble. Et avec l'expérience, après, on a repris le Cerlin Trail pour vraiment faire notre spot avec des grosses bosses. Et puis ensuite, la mairie nous a contactés, bien sûr, parce que ça commençait à trop se voir. À être trop gros et puis dangereux surtout pour ceux qui allaient dessus. Et donc, on a dû créer une association. L'association Cerlin Trail. D'un spot, entre guillemets, sauvage, de deux copains, c'est devenu quelque chose de plus structuré. Alors, c'est aux portes de Grenoble. Vous êtes tous les deux originaires de Saint-Martin-le-Vinoux. Et en fait, Cerlin, c'est le nom du bois, de la forêt qui se trouve au-dessus de chez vous. C'est la route. C'est la route qui mène. Voilà, à Clémencières, en haut de Saint-Martin-le-Vinoux. Donc là, on est sur les contreforts de la Chartreuse. Ce spot, comme pour le sandboard tout à l'heure, il faut le mériter. Il n'y a pas de remontée mécanique, Maxime. C'est ça, ouais. Exact, ça remonte à, j'allais dire la pédale, mais non, c'est un peu trop raide pour monter à la pédale. Donc non, on pousse les vélos. Après, en fait, on a adapté les pistes en fonction. Donc on a, on va dire, un petit quart d'heure de remontée sur les plus grandes pistes et entre 5 et 10 minutes sur les plus petites. Donc voilà, on essaye d'exploiter au maximum le relief naturel de la forêt et bien exploiter aussi le dénivelé pour pas avoir à remonter pendant des heures. Alors, on le voit sur ces images, ce sont des pistes de descente plutôt techniques, Morgane. Alors là, il commence à y avoir pour un petit peu tous les niveaux. Nous, c'est vrai qu'à la base, on avait fait des pistes, on appelle ça double black, c'est-à-dire vraiment pour les niveaux experts. Ensuite, on a fait une piste... Ça marche comme pour le ski, noir, pareil. Super noir, rouge, bleu, vert. C'est ça. Et donc ensuite, là, on a fait une piste rouge qui est un peu plus adaptée pour tout le monde. Ceux qui veulent sauter, ils peuvent sauter les bosses en double, triple. Et ceux qui veulent juste rouler, ils peuvent rouler, tout simplement. Et là, la dernière piste qu'on a faite, c'est encore une noire plus engagée que les autres, où vraiment, il faut un niveau confirmé. C'est pour les experts comme Maxime. Voilà. Et là, il y a une piste bleue qui va arriver pour fin d'été, normalement.
Alors, construire une piste VTT, ça, on peut se dire quand on n'est pas dans ce milieu que c'est assez simple. On prend son vélo, on trace et puis à force du passage, ça va le faire. Vous y mettez, on le voit sur ces images, un peu plus de moyens. Hein. Ben voilà, les moyens, on les a demandés justement à la communauté cet hiver. En fait, voilà, on avait vraiment le désir de faire évoluer le spot. Et pour ça, il nous fallait des moyens techniques et financiers. Et donc, on a réussi à réunir une belle somme pour pouvoir investir justement dans des engins, dans du bois, dans du matériel. Voilà, donc là, on voit un peu les travaux. Donc ça, c'était juste il y a quelques semaines. Donc malheureusement, on n'a pas été gâté avec la météo. Donc là, on a fait tout le gros du travail, on va dire. Et puis là, il nous reste toute la finition à faire à la pelle et à la pioche pour donc un événement qu'on va faire là au mois de mai. Quand on est champion de VTT freestyle et freeride comme vous, il faut savoir manier aussi les outils de la tronçonneuse. Ah bah ouais, exactement. C'est comme on dit, si tu creuses pas, tu roules pas. C'est vrai qu'en fait, nous, c'est un peu notre origine aussi, parce qu'on a commencé par faire nos pistes pour les rouler, parce qu'on avait rien à l'époque. Et donc, ouais, on est toujours resté dans cet esprit-là à dire, puis c'est même tout le temps mieux en fait de tester ses propres pistes, après les arranger un petit peu, avoir l'avis d'autres personnes. Mais ouais, pour toujours. nous, ça fait partie de notre sport, quoi. Ouais, voilà. Ouais, la conception, c'est ça. Puis au moins là, vous êtes bien servi puisque c'est vous-même qui décidez les tracés. Voilà. Donc super noir, rouge et bientôt bleu. Ça veut dire que Morgane, ce site a vocation maintenant à s'ouvrir à des gens beaucoup moins aguerris. Ouais, c'est ce qu'on désire, exactement. Comme ça va permettre aux jeunes, et puis même aux moins jeunes, qui veulent évoluer, de pourquoi pas faire la bleue, passer à la rouge, et ensuite, une fois à l'aise, pourquoi pas les noirs. Est-ce que ça veut dire que vous proposez aussi un encadrement, des cours, comme on peut voir ça dans des associations sportives classiques ? On ne le propose pas encore. Là, sur la journée d'inauguration, on va proposer un moniteur MCF, justement, donc moniteur des cyclismes français, pour venir encadrer ceux qui le désirent, donner des cours de pilotage. Ouais. Après, c'est pas encore prévu, par exemple, tous les mercredis, des cours. Mais pourquoi pas, si on a la demande, bien sûr. Alors, la journée d'inauguration de cette nouvelle piste, puisque le site existe déjà depuis quelques années, mais ce sera le 5 mai, avec une journée un peu festive. Voilà, c'est ça, samedi 5 mai, donc à partir de 10h jusqu'à 19h. Donc nous, après, il y aura restauration, buvette sur place. Et puis c'est l'occasion un peu de voir toute cette petite famille du VTT un peu freeride. Donc voilà, après il y en a plein d'autres personnes qui viendront, notamment tous les contributeurs au projet. Donc on a eu 220 personnes. Donc on les a tous invités à cette journée pour voir justement ce qu'on a fait avec leur argent. Il y avait eu plus de 8 000 euros, c'est ça ouais, 9 500. 8 000 c'était notre but. Votre objectif et vous voilà. avez largement dépassé. Ouais. Exact. Donc voilà, journée ride, donc tout le monde est invité, même pour venir voir, ou même essayer, on aura des vélos en test sur place. Bon, le samedi 5 mai, Aurélien, le VTT de descente avec vos gènes, ça vous... Je viendrai essayer, moi, le 5 mai, c'est clair. Et quelqu'un qui voudrait venir pratiquer sur votre site tout au long de l'année, comment ça se passe ? Il y a une adhésion Ouais, alors il y a une adhésion, donc c'est à l'association 30 € par an, voilà. Mais sinon après nous on n'est pas sur place pour faire des entrées journalières, etc. Donc nous l'accès on va dire il est libre, aux risques et périls un peu de chacun. Mais après voilà, ceux qui viennent régulièrement, on leur demande une petite participation justement pour l'entretien et la création de nouvelles structures. Bon, c'est un peu comme les sites d'escalade. Voilà, exactement. Les pratiquants qui s'autogèrent, qui s'auto-financent. Donc c'est à Saint-Martin-le-Vinou, sur la route du col de Clémenceau. Il faut quand même trouver l'endroit. Il y a un petit panneau. Il y a un petit panneau, mais il faut trouver le petit panneau et il faut trouver la bonne route. Mais bon, je pense que les spécialistes trouveront. Et puis sur les réseaux sociaux. Ce sera indiqué pour le 5 mai. Ouais. Ah pour le 5 mai, voilà, il y aura une pannotique plus importante pour tester ce site, en tout cas assez surprenant, aux portes de Grenoble. Puisqu'on parle de descente VTT, il y a des images qu'on diffuse de temps en temps dans cette émission, Maxime, et qui sont très très spectaculaires. Je ne sais pas si ça va vous parler, j'imagine que oui. Bien sûr. Chaque année, ça, on regarde. Ouais. C'est, je crois, la compétition la plus difficile au monde. C'est le plus gros événement freeride, ouais. C'est l'équivalent un peu du Freeride World Tour, mais en vélo. Et ça se passe dans l'Utah. Et donc, chaque année, c'est les 15 meilleurs freeriders mondiaux qui s'affrontent sur cette face.
Red Bull Rampage, une descente assez incroyable, très engagée là aussi. Vous vous sentiriez capable, Maxime, d'aller défier cette Rien qu'en vidéo, ça fait déjà peur. Alors, je vous confirme. Je pense que on connaît plusieurs personnes qui sont déjà allées sur le site, soit pour mettre en place les pistes, ou soit pour faire la compétition même. Parce qu'on a pas mal de Français qui sont au top niveau en freeride. Et c'est vrai que les retours qu'on a eus, c'est que, voilà, en vidéo c'est quelque chose, mais en vrai c'est encore autre chose. Ouais. Voilà, donc, mais ouais, pourquoi pas. C'est vrai que ça serait quand même bien un jour passer sur le site pour voir cette course légendaire. Voilà, ça se passe aux États-Unis, le Red Bull Rampage. J'avoue que c'est plus quand même confortable de le regarder tranquillement derrière un écran. On va reparler d'ailleurs d'une autre descente mythique tout de suite avec le JT de la montagne. Et cette descente mythique, cette fois je me tourne vers Aurélien parce qu'il la connaît bien, elle se déroule près de chez vous. Il s'agit du Derby de la Meije. Pour ceux qui ne le connaissent pas, ça se passe à la Grave, au pied de la célèbre face nord, un domaine de ski réputé dans le monde entier. Et le principe de l'épreuve, il est simple, le départ se fait au sommet du glacier de la Girose, à plus de 3500 mètres d'altitude. Les concurrents sont lâchés par vagues de 10 avec un seul objectif, rallier le plus vite possible l'arrivée, située à environ 2000 mètres de dénivelé plus bas. Il n'y a pas de parcours balisé, Aurélien, chacun choisit la trajectoire qu'il veut. Ouais, voilà, il y a juste un petit passage obligatoire, c'est-à-dire qu'on doit passer tout le glacier en restant sur les pistes, parce qu'en dehors, il y a cette des partie-là qu'on voit qui est damée. Après, on passe devant le restaurant, et là, après, vraiment, là, ça s'ouvre, et c'est libre, on peut aller où on veut. Alors, le terrain n'est pas préparé non plus, il y a des champs de bosse parfois, c'est une course très particulière. Ah ouais, exactement. Cette année, justement, la veille, il avait neigé 40 cm. Tout le monde s'était dit, cette année, ça va être assez plat. Mais déjà, la veille, tout le monde essaye de reconnaître sa course, reconnaître son chemin. Donc, ça fait un beau méli-mélo, on peut dire, de neige. Et voilà, donc chacun doit trouver la ligne qui va glisser le mieux, qui va aller le plus vite vers la victoire. Vous l'avez couru plusieurs fois, ce derby de la Meije. Vous avez fait plusieurs fois des podiums. Vous n'étiez pas au départ, là? C'était la 30e édition, un petit peu anniversaire? Ouais, je sais, un peu la 30e édition. Mais bon, ça fait quand même un peu mal aux genoux, ces courses. Voilà, je suis un petit peu moins énervé que quand j'avais 25 ans. Donc voilà, maintenant j'aime bien la regarder, j'aime bien apprécier les déguisements, tout ça, c'est super sympa. Mais c'est vrai que ça fait quelques années que je ne fais plus la course. Bon, il y avait une championne du monde de freeride, Marion Herty, qui était au départ cette année. C'était d'ailleurs sa première participation au derby. Elle est beaucoup plus jeune que vous, donc elle a encore des genoux en bon état. Marion, elle était venue pour le plaisir de découvrir l'événement, comme la plupart des participants. Elle a terminé 5e, mais pour les spécialistes, le chrono de Charlie Rolland en ski en 6 minutes 05 lui a permis de remporter la victoire chez les garçons. Vous mettiez combien de temps, vous, à l'époque, pour descendre en snowboard? On va un peu moins vite. En snowboard, j'étais à 8,15, 8,20, pardon. Bon, les spécialistes, ceux qui font le derby, apprécieront ça. La première femme snowboard l'a emporté en 11 minutes, un peu plus de 11 minutes cette année, donc il y avait de la marge. Et puis, c'est un derby qu'on peut faire aussi avec d'autres engins de glisse. Alors, il y a le ski et le snowboard, mais chaque année, on voit des VTT. Je ne sais pas si ça vous tente, une grande descente comme ça Non, on l'a jamais fait, mais ouais, c'est vrai que justement, quand j'ai vu le départ, je me disais, il me semble qu'à l'époque, sur les magazines et tout, on voyait des mecs, il y a même en bateau gonflable, il y a un peu de tout. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Il y a des gars en luge, il y a des ouais, excellent. Voilà. Il y en avait en airboard cette année. Voilà. Il s'est tapé les 2000 mètres de dénivelé. Cette année. Il y a aussi des skis handisport, donc ça c'est assez important, qui viennent chaque année, je pense, pour faire cette course aussi. Donc c'est vraiment un beau mélange de tous les sports de glisse. C'est vraiment un bel événement. Voilà, c'était la 30e édition. Il y aura évidemment une 31e édition en général. C'est le premier week-end du mois d'avril. Avec cette année, vous le disiez Aurélien, des conditions exceptionnelles pour un début avril à la Grave, dans les vallons de la Meije, avec également le risque inhérent à ces conditions. La veille de l'épreuve, il y a eu une avalanche assez incroyable qui s'est déclenchée sur la face nord du râteau. Elle a été prise à la volée par justement des concurrents qui étaient en train de préparer le derby. Je ne sais pas si vous y avez assisté à cette avalanche, mais ça arrive souvent, un aérosol aussi important. Alors en fait oui, ça arrive souvent parce que là il faut savoir qu'on est vraiment sous la face nord des glaciers de la Meije. Donc il y a des glaciers suspendus qui sont suspendus à 3500 mètres d'altitude. On voit les skieurs là qui essayent de s'échapper de la... Ouais, donc ce qu'il faut savoir aussi c'est que cet endroit où on voit des skieurs, ça s'appelle la zone interdite. C'est-à-dire que même nous, tout le monde,
on sait que dans cet endroit, il y a des avalanches qui peuvent venir du glacier. Donc c'est un endroit où, par exemple, il était interdit de passer pendant la course, le seul endroit interdit de passer pendant la course. Et la veille, qui était un jour avec un grand danger d'avalanche parce qu'il y avait eu beaucoup de neige et qui était risque 4, voilà, tous les gens vraiment du coin savent que c'est un endroit où c'est mieux de ne pas aller, et encore moins d'aller stationner, pique-niquer. Bon, vous ferez attention quand vous allez faire les vallons de la Meije, ils sont ouverts encore quelques semaines ou l'an prochain. Vous n'allez pas stationner en bas des faces nord. Là où quand on voit un glacier au-dessus, c'est pas bon. Voilà, c'est pas bon. Il y a des séracs qui peuvent tomber et quand la neige est fraîche comme c'était le cas, ben voilà ce qui se produit. En tout cas, ça fait des superbes images. C'est toujours impressionnant de voir la nature comme ça se mettre en mouvement. Mais effectivement, il ne faut pas être dessous. Les avalanches qu'on fait une trentaine de victimes cette saison dans les Alpes. Le Derby de la Meije, ce n'est pas la seule compétition de fin de saison où les déguisements sont de mise. Depuis l'an dernier, il y a une descente qui s'est créée à La Plagne, qui s'appelle le Super Slalom. Voilà, les concurrents sont un petit peu dans le même esprit que ceux qui participent au Derby. On y va sans se prendre au sérieux. Par contre, le concept, c'est l'inverse. Au Derby, il n'y a pas de porte. Là, il y en a à peu près 350 tout au long d'un parcours semé d'embûches. Là, ce sont des porte un petit peu particulière. Il y a Maxime avec sa tronçonneuse d'ailleurs. Super slalom, donc un parcours de 4 km. Une épreuve donc de titan, plus de 350 participants au départ, avec un casting de luxe. Il y avait Alexis Pinturo, Jean-Baptiste Grand, Julien Liseroux, Tessa Worley, Nac Gavadio, Jean-Frédéric Chapuis, Marie Baucher, Kevin Roland ou encore Marie Martineau qu'on vient de voir franchir la ligne, médaillée d'argent des Jeux de Corée. Et pour la petite histoire, c'est un autre médaillé olympique, Victor Mufajandé, qui a remporté cette deuxième édition en plus de 4 minutes. Je ne sais pas si vous avez déjà fait du piqué quand vous étiez jeune, mais au bout d'une minute, on commence à avoir les cuisses qui chauffent. Donc Moi, j'ai pas eu l'occasion de faire beaucoup de piqué. Bon, je sens que ça vous a pas manqué. Non, ça va. Bon, merci en tout cas à tous les trois d'être venus. On rappelle donc le 5 mai, l'inauguration de la nouvelle piste du Cerlin Trail, ouvert à tous. Et les prochains projets vidéo de Carpe Diem, on les retrouvera avec plaisir sur la toile et sur Télé Grenoble. La tradition dans Grand Air, c'est de se quitter toujours en musique avec quelques images spectaculaires. Alors là, j'avais l'embarras du choix dans les images, les descentes engagées d'Aurélien. Je suis resté local à la Grave avec la descente d'un couloir qui s'appelle le couloir Saint-Antoine. Avant de le voir, vous pouvez le situer pour ceux qui connaissent le site? Alors justement, quand on connaît le site, celui-là, on le voit pas. Donc c'est pas la peine de le chercher, on le verra pas. Bon, le seul moyen de le voir, c'est de le découvrir en images pour se quitter. Merci à tous et on se retrouve très vite pour d'autres aventures. Hyundai, Jean